de la recherche devait venir soit à travers les chirurgies, une exploration citoyenne, dans la recherche transaffirmative. Ça vient d'une recherche très simple. C'est quoi réellement que les personnes trans et non-binaires désirent au point de vue des chirurgies et des soins esthétiques afin de s'affirmer dans la communauté et s'affirmer soi-même pour son bien-être. Bon, ben, je viens de poser effectivement la question. Alors, la méthodologie, premièrement, il a fallu aller chercher des informations sociodémographiques, de quelle région, les âges, etc. Parce que cette recherche-là, contrairement aux autres recherches de la chaire de recherche, s'est étendue de 14 ans à 99 ans, si on peut dire ainsi. Tous les âges, toutes les générations. Alors, la section 2, c'était les désirs et les besoins médicaux et esthétiques en lien avec la transition. Donc, déterminer quelles étaient les priorités médicales et esthétiques pour la transition. Et ça s'est composé finalement je suis parti de 1 question à 41 questions à choix multiples et des questions à choix unique et des questions ouvertes aussi de façon à avoir une recherche le plus complète possible. Donc, les critères 14 ans et plus, résider dans la province de Québec, on s'est limité au Québec à cause des budgets, entre autres, s'identifier comme personne trans ou non-binaire ou toute identité similaire, donc de la diversité au complet. Et évidemment, désirer entreprendre ou avoir déjà entrepris une ou plusieurs interventions médicales ou esthétiques concernant la transition. Alors, notre échantillon, on a eu 340 participants comme participants et on a inclus dans les conclusions, on a pris 223, il y a 223 questionnaires qui ont été utilisés parce qu'il a fallu exclure des questionnaires. Certaines personnes avaient répondu seulement à la partie sociodémographique, etc. Puis il y a eu une exclusion d'un doublon. On s'est bien rendu compte là, qu'une personne avait répondu 2 fois avec exactement de la même façon. Il a fallu fusionner les réponses sur les interventions désirées et réalisées. Pourquoi? C'est on pourrait dire qu'il a manqué un filtre quelque part ou une explication, puis les gens indiquaient j'ai fait telle transition, je désire. Donc, ils avaient désiré et ils l'ont fait. Fait qu'il a fallu refaire ça. Donc, il a fallu faire des filtres manuels aussi concernant les barrières, mais on ne parlera pas des barrières aujourd'hui. Alors, évidemment, il y a eu une première analyse par tri à plat et ensuite croisée avec les variables. Et aussi, évidemment, on avait avec les données qualificatives, les réponses du texte, on avait sur l'ensemble. Je reviens en arrière. Voilà. Qui a répondu à l'enquête? Donc, au départ, au point de vue de l'identité, on a fait abstraction du sexe assigné à la naissance. Question de ne pas froisser les sensibilités de certaines personnes, ce qui nous a limités par la suite. On avait 5 choix de réponse. Homme ou garçon trans, personne transmasculine, femme ou fille, trans, personne transféminine, personne non-binaire et autres identités similaires qu'il a fallu recoder dû à un N un peu trop petit, du trop petit, en tout cas limité, à 3 catégories afin de permettre une meilleure analyse des données. Les limites, on ne peut représenter la complexité et la variabilité des identités en partant au sexe assigné. Certaines limites à l'interprétation des besoins en termes d'intervention, d'affirmation de genre, car nous n'avons pas le sexe assigné. Alors, on a eu quelque chose de bien intéressant, un bel équilibre des répondants. Donc, si on voit, on est tout au-dessus du 30% pour les personnes non-binaires, les personnes transmasculines uniquement, les personnes transféminines uniquement. Ça, c'est un bel équilibre là, pour nos données. La catégorie des âges, on peut voir qu'on va avoir une diminution les 41 ans et plus. Par contre, c'est assez équilibré dans le 14 à 40 ans. Donc, 14 à 25 et 26 à 40. Il y a plus de personnes transféminines chez les personnes plus âgées que de personnes transmasculines. Et il y a certaines catégories qui sont moins représentées que d'autres. Et l'autre chose qu'on n'avait pas l'âge durant les états de la transition.
est inconnu. C'est peut-être un petit manque, là, question qu'on n'a pas posée. On s'est rendu compte en faisant l'analyse que ça aurait pu être intéressant. Les répartitions géographiques, c'est assez bien, ça représente bien la province. Donc, évidemment, la région de Montréal qui est la plus importante. Ensuite de ça, les Laurentides, l'Outaouais et la Naudière, Montérégie, et on voit ça descend. Et on a réuni aussi les régions du Nord parce que Au point de vue ethno-culturel, ben, finalement, on n'a pas pu vraiment en tenir compte. On a eu seulement 2,2% des personnes qui ont indiqué être une personne racisée. Et évidemment, vous allez comprendre aussi que pour la langue, étant donné que le questionnaire était uniquement en français, ben, la très grande majorité, tout près de 95%, parlaient français à la maison. Pour les revenus, alors la majorité de l'échantillon se situe entre 40 000 et 60 000 par année pour 26% de la population de notre échantillon. Moins de 20 000 22%, puis 20 à 39 000 16%. Ça équilibre bien les chiffres qu'on a toujours eus là, au point de vue de la communauté. Il y a quand même un 10% de chanceux. Et malheureusement, encore là, un 8,5% sans revenu. Ben, évidemment, les étudiants ou revenus qu'on avait tous les âges. Donc, je vais vous parler en fait surtout de ce que les personnes nous ont dit en termes d'intervention désirée ou réalisée. Donc, en fait, on avait divisé en 4 catégories les interventions. Il y a les hormonothérapies et bloqueurs. Il y avait les interventions liées au visage, donc tout ce qui concernait l'épilation, les chirurgies de féminisation ou masculinisation du visage, ce genre d'intervention. Il y avait les interventions liées au haut ou bas du corps. Donc là, on parle plutôt de mastectomie, augmentation, réduction mammaire, tout ce qui est lipofilling, etc. Donc ça excluait les organes génitaux et le visage. Et puis, on avait une catégorie spécifique pour les interventions génitales. On ne va pas toujours donner les détails des interventions parce qu'on aurait des chiffres trop petits. Donc, on va parfois se concentrer plutôt sur les grosses catégories. Donc, ce qu'on voit, c'est que, évidemment, 100% des personnes avaient au moins désiré ou réalisé une intervention parce que c'est un critère de recrutement. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que beaucoup des personnes avaient désiré ou réalisé une intervention hormonale, c'est ce qui ressortait le plus à 85,5%, suivi ensuite des interventions dans le haut ou bas du corps, les organes génitaux et enfin les interventions au visage. Ce qu'on va voir en fait, c'est que la question du genre est vraiment intéressante à observer quand on regarde les besoins. Pour ce qui est de l'hormonothérapie des bloqueurs, on est sur quelque chose d'assez égal, on va dire que ce soit des personnes transféminines ou transmasculines, à peu près tout le monde désirait ou avait obtenu des bloqueurs ou des hormones, un petit peu moins chez les personnes non binaires. Généralement, ce qui les amenait à vouloir se tourner vers ce type d'intervention, c'était l'image de soi, vouloir être en correspondance avec son genre, obtenir une apparence qui est alignée en fait avec le genre ressenti. Et puis, il y avait aussi un peu l'idée de l'image projetée, donc comment on est perçu par les autres. On a ici un exemple, quelqu'un qui dit une hormonothérapie permettrait de changer certaines caractéristiques physiques pour les rendre plus féminines. Voilà, donc on va voir ensuite les interventions au visage. Alors là, c'est très intéressant. Vous pouvez voir que les personnes transféminines sont beaucoup plus nombreuses à se tourner vers ce type d'intervention. Interventions qui, généralement, ne sont pas couvertes car considérées comme esthétiques. C'est quand même important de le mentionner. Donc, les principales interventions, c'est souvent l'épilation définitive, qui est beaucoup demandée par les personnes transféminines et aussi pas mal chez les personnes non binaires. Il y a la féminisation du visage qui est aussi beaucoup demandée. On voit qu'à l'inverse, les personnes transmasculines sont très peu à désirer une masculinisation du visage. Il y a aussi la réduction du cartilage thyroïdien et les implants capillaires. Puis, dans autres, il y a des personnes qui nous ont parlé des interventions sur la voix. C'est quelque chose auquel on n'avait pas pensé, mais qui effectivement intéresse plusieurs personnes dans l'échantillon. Donc là, on a aussi beaucoup l'idée de l'image de soi, mais ce qui est ressorti aussi beaucoup, c'est les aspects sociaux.
avoir notamment un bon passing, entre guillemets, c'est-à-dire être reconnu dans son genre et être plus confortable socialement. Mais surtout, ce qui nous semblait important, c'était la question de la sécurité. Il y a pas mal de personnes, notamment transféminines, qui nous ont dit, pour moi, c'est un enjeu de sécurité d'avoir un visage qui correspond à mon genre. Donc ici, on a un exemple, le poil facial est un des aspects les plus visibles sur le visage d'une personne. Il faut une tonne de maquillage pour le couvrir. Ce poil crée beaucoup de dysphorie. Le fait de passer aide aussi à notre sécurité. Donc on voit que ce sont des interventions importantes. Pour ce qui est du haut ou bas du corps, là on voit plutôt que les personnes transmasculines sont en fait toutes désirent ou ont obtenu une intervention dans cette catégorie. Généralement c'est la mastectomie en fait. Chez les personnes transféminines, elles sont moins nombreuses à désirer ou avoir obtenu ce type d'intervention. Donc l'augmentation mammaire qui ressort particulièrement. Et chez les personnes non binaires, on est quand même à un taux assez élevé. On voit que c'est des besoins différents, évidemment, selon le genre. Mais ce qui était intéressant, je trouvais, c'est que les personnes non binaires étaient assez... Enfin, il y avait un certain nombre qui demandaient une réduction mammaire plutôt qu'une mastectomie. C'est un besoin qu'on ne voyait pas trop chez les personnes transmasculines. Donc là aussi, il y a des motivations par rapport à l'image de soi, les aspects sociaux, encore une fois, la question de la sécurité. Mais il y avait aussi l'idée de la liberté vestimentaire, les inconforts liés au port du binder. On en avait parlé dans une autre présentation. Donc là, on a quelqu'un qui nous dit vouloir aller à la plage, pouvoir faire du sport sans porter de binder parce que ça fait mal quand on est essoufflé. Et puis, une autre personne ici qui nous exprime un peu la souffrance que c'est d'avoir de la dysphorie et dire vouloir parfois se couper lui-même la poitrine, en fait. Mais bien sûr, ce ne serait pas possible, ce serait trop dangereux de le faire. Je voulais aussi mentionner, juste par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est que l'intervention de la mastectomie est couverte alors que l'augmentation mammaire ne l'est pas, ou dans très très rares cas. Donc en fait, ça peut aussi influencer des fois sur le désir de dire bah, c'est peut-être pas une intervention que je vais faire parce qu'elle n'est pas couverte. Donc ça pourrait influencer. Concernant les organes génitaux, là on voit qu'il y a plus de personnes transféminines qui la désirent, mais il y a quand même un certain nombre aussi de personnes transmasculines qui la veulent, et un peu moins sur les personnes non binaires. Donc on a surtout la vaginoplastie et l'hystérectomie qui ressortent le plus, mais aussi des interventions comme l'ovariectomie, donc enlever les ovaires, la phalloplastie, qui est quand même assez représentée, puis la métoïdoplastie. Ce sont deux interventions sur les organes génitaux externes des personnes plutôt transmasculines. Donc là aussi, il y a l'idée de l'image de soi, la santé sexuelle, qui est ressortie pour cette catégorie. Le contrôle de la fertilité, comme de ne pas vouloir tomber enceinte, par exemple. Et étonnamment, on nous a dit aussi la volonté de ne plus produire d'hormones du genre assigné à la naissance. Des gens qui nous ont dit j'aimerais arrêter, j'aimerais faire une hystérectomie, comme ça je produirai plus d'hormones féminisantes, et si j'arrête mes traitements hormonaux, comme ça je vais pas me féminiser. Et on s'est dit que ça nous interpellait parce que normalement cesser complètement les hormones quand on a eu une hystérectomie, ça peut avoir des conséquences sur la santé, et on s'est posé la question, est-ce que les personnes savent que normalement c'est quelque chose qui est pas bon pour la santé? Et en consultation, quelqu'un nous a fait la remarque que dans un contexte où peut-être à un moment donné, on pourrait ne plus avoir accès à des traitements hormonaux, si on nous interdisait légalement de le faire, par exemple, il y a des personnes pour qui l'enjeu de la santé devient secondaire par rapport à la question de ne plus vouloir produire des hormones, par exemple, féminisantes. Donc voilà pour ça. Pour ce qui est de l'analyse par âge, ça a été un peu plus compliqué parce qu'en fait, on a un débalancement du genre dans les catégories. Il y a plus de personnes transféminines chez les personnes plus âgées et plus de personnes transmasculines chez les plus jeunes. Donc ça vient en fait impacter beaucoup le résultat par rapport au genre plutôt que l'âge. C'est pour ça qu'on a dû faire une analyse trivariée, donc vérifier à la fois le genre et l'âge. Donc on est sur des beaucoup plus petits nombres, donc analyser avec beaucoup de précautions. Et on ne l'a pas fait pour toutes les catégories d'ailleurs. Juste ce qu'on remarque ici,
c'est que les plus jeunes ont eu plus accès ou plus désiré l'hormonothérapie et les bloqueurs. On s'est dit que... Non, on regardait juste les bloqueurs, pardon. Ce qu'on s'est dit, c'était que peut-être les personnes qui étaient un peu plus âgées avaient eu moins accès à ce type de traitement. Ceci dit, il faut prendre en considération que quand on parle de bloqueurs et d'hormones ou de puberté, il peut y avoir des bloqueurs que des personnes vont prendre tout au long de la vie, notamment les personnes transféminines. Il y a différents types de traitements, donc c'est pas toujours que pendant la puberté. On voit quand même, par contre, qu'il y a un nombre pas très élevé de personnes de 14 à 25 ans qui ont eu accès à ces bloqueurs, donc on se demandait s'ils avaient peut-être commencé trop tard les traitements et que ça aurait pu empêcher l'accès. Sur les interventions du haut et bas du corps, on voit que pour les personnes transmasculines, quel que soit l'âge, tout le monde en désire ou en a eu. Alors que chez les personnes transféminines, en fait, ça augmente avec l'âge. On s'est demandé si le fait que, en fait, la mastectomie, généralement, il n'y a pas besoin d'attendre de voir les effets des bloqueurs, enfin, de voir les effets des hormones pour savoir si on en veut une ou pas. Alors que parfois, les personnes transféminines attendent de voir si les œstrogènes vont avoir modifié la taille de leur poitrine avant de prendre une décision. Donc peut-être que c'est quelque chose qui influence ce besoin-là. En termes d'intervention sur les organes génitaux, on voit que pour les personnes transmasculines, les plus jeunes ont un petit peu moins de désir par rapport à ces interventions-là. Il faut savoir qu'il y a eu une loi qui est passée qui fait que ce n'est plus obligatoire d'avoir ce type d'intervention pour changer le genre. Donc, toutes les personnes entre 14 et 25 ans n'ont jamais eu cette obligation légale. Ceci dit, on voit que les taux restent quand même élevés. Donc, c'est quand même un besoin qui est important indépendamment des obligations légales. Donc voilà, chez les personnes transféminines, on est quand même sur des taux à peu près assez similaires selon l'âge et quand même relativement élevés. Donc, pour conclure, ce qu'on voit, c'est que la couverture actuelle des besoins, elle nous semble assez insuffisante. On n'a pas eu le temps de parler des barrières, mais on sait qu'il y a des interventions qui sont vraiment importantes, notamment pour les personnes transféminines et qui sont dites esthétiques, mais qui ne sont actuellement pas remboursées. Donc, il y a vraiment des disparités selon le genre. Les personnes n'ont pas les mêmes besoins en fonction du genre, et puis souvent, les personnes transféminines se tournent plus vers des interventions qui ne sont pas couvertes. On voit aussi que les personnes non-binaires ont des besoins peut-être spécifiques, une emphase sur des interventions qui vont plutôt diminuer les traits assignés plutôt que de masculiniser ou féminiser, par exemple. Et puis parfois des besoins pour contrer certains effets des interventions. Par exemple, vouloir prendre une hormonothérapie masculinisante, mais vouloir faire une mastectomie pour... féminisante et faire une mastectomie pour enlever les effets d'une poitrine qui pourrait se présenter avec des œstrogènes. Il y a des motivations diverses pour obtenir une intervention. Ça peut être l'image de soi, les aspects sociaux, la sécurité, la santé sexuelle, le contrôle de la fertilité, la liberté vestimentaire. Donc, toutes ces choses sont à prendre en compte. Et on a vu certaines motivations étonnantes par rapport aux interventions génitales qui nous interrogent sur le besoin peut-être d'information et de pédagogie sur les effets de ces interventions. Donc voilà, je pense que ça fait le tour si vous avez des questions.